Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des Indés radios. Nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, la loi visant à agir contre les violences au sein des familles est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. On en parle avec la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, la sénatrice centriste Annick Billon. Elle est avec nous. On parlera également de cette loi avec notre invité politique dans une demi-heure, puisque c'est Aurélien Pradié, député du Lot, secrétaire général des Républicains et auteur de cette proposition de loi. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous sommes dans l'Aude, un an après les inondations meurtrières. Aujourd'hui, direction Villegayenc, où habitants et élus ont réfléchi ensemble au réaménagement urbain. Et puis enfin, dans le Club des territoires, au menu notamment la loi d'orientation des mobilités. En clair, une loi de transport. Elle voulait réduire notamment les fractures territoriales. Elle était examinée hier dans l'hémicycle du Sénat. Un examen qui a tourné court. Nous verrons pourquoi. Mais avant cela, voici les autres informations de ce mercredi 6 novembre. La France annonce la mort d'un important chef djihadiste au Sahel, numéro 2 d'une organisation reliée à Al-Qaïda. Il a été tué il y a un mois par les forces françaises sur le sol malien. Mali, où est mort ce week-end le brigadier Ronan Pointeau. Un hommage lui a été rendu hier aux Invalides et lui sera rendu cet après-midi à Valence. Édouard Philippe présente 20 mesures sur l'immigration à l'issue d'un comité interministériel ce matin. On en connaît déjà une partie, des quotas de travailleurs immigrés pour que la France recrute en fonction des besoins économiques ou encore la mise en place d'un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent accéder à la Sécu. François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie Goulard seront convoqués début décembre en vue d'une mise en examen, et ce, dans l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants parlementaires au Parlement européen. Et puis justice toujours, ouverture du procès du Front National aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Le parti est soupçonné d'avoir financé des campagnes électorales entre 2012 et 2015 grâce à des escroqueries au préjudice de l'État. On débute avec la sénatrice du jour. Elle est élue de Vendée, siège dans le groupe centriste et préside la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Bonjour Annick Billon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va venir bien sûr dans quelques minutes sur cette loi, la loi Pradié contre les violences au sein des familles qui est examinée cet après-midi. Mais d'abord, question d'actualité sur l'immigration. Édouard Philippe présente ce matin 20 mesures sur le sujet à l'issue d'un comité interministériel. Je le disais, on en connaît déjà une partie, notamment des quotas de travailleurs immigrés pour que la France recrute désormais en fonction de ses besoins économiques, ou encore un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent accéder à la Sécu. Est-ce que vous êtes favorable à ces mesures ? Je pense qu'il faut de toute façon trouver des solutions pour l'immigration. Donc aujourd'hui, on a des besoins en termes de main-d'œuvre. On le voit dans tous les territoires. Donc oui, pourquoi pas des quotas. Après, il faut déterminer où. Avec quel métier, tout ça reste à faire, puisque je crois que les dernières références en termes de métiers en tension datent de 2008 ou de 2010. Donc il y a 2008, du travail. 2008, donc ça date de 2008. Donc forcément il y a du travail à faire, et nous ne sommes pas tout de suite dans l'immédiat prêts à imposer des quotas ou des chiffres spécifiques pour des métiers qui ont besoin, qui recherchent des salariés. Donc oui, pourquoi pas. C'est un sujet dont il faut s'emparer, et c'est bien que tout le monde en parle, et pas uniquement un seul parti politique. C'est-à-dire l'extrême droite, le Rassemblement national. Donc vous dites que c'est bien qu'Emmanuel Macron et le gouvernement s'emparent de ces questions. C'est bien, tout le monde doit s'en emparer, les parlementaires, le gouvernement. Nous travaillons sur le sujet. En parlant de ces quotas économiques, clairement, le groupe, notamment l'UDI, propose ces quotas économiques depuis déjà une quinzaine d'années. Donc oui, pour les quotas. Sur le délai de carence qui fait un peu plus débat, y compris à droite, est-ce que vous y êtes favorable à ce délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile accèdent à la Sécu ?
Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, nous allons avoir les annonces du Premier ministre ce matin. Il faut forcément voir les répercussions et l'étude d'impact que ça va avoir sur ces migrants. Donc, moi, je n'ai pas d'avis prononcé sur ce sujet là tout de suite maintenant, mais nous allons nous emparer du sujet. Attendons les annonces du Premier ministre et je prendrai position à ce moment-là. Mais en tout cas, sur la ligne, le tournant que semble prendre le gouvernement, ça vous va? On attend de voir évidemment les annonces, mais sur la ligne impulsée par le gouvernement sur cette question de l'immigration, vous n'avez pas de problème? Je pense qu'il faut absolument avoir un dialogue clair, sur l'immigration. Lorsque vous avez des travailleurs, ils doivent être insérés, ils doivent bénéficier de ce dont ils ont droit. Lorsqu'ils travaillent en France, s'ils veulent faire du regroupement familial, il faut qu'ils aient les moyens de faire ce regroupement familial. Il faut qu'on soit clair sur ces sujets sans être caricaturaux. Un mot sur une autre actualité, c'est votre collègue sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio qui est l'auteur de cette proposition de loi visant à interdire les signes religieux aux accompagnants de sortie scolaire. Elle est victime de menaces. Gérard Larcher a annoncé qu'il allait saisir le procureur de la République au nom du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve inadmissible qu'aujourd'hui, les parlementaires soient attaqués parce qu'ils prennent position. Moi, je trouve courageux de défendre ses idées, de défendre ses convictions. Et la proposition de loi Jacqueline Eustache-Brinio, aujourd'hui, quand même, il faut le redire, cette disposition pour empêcher les signes ostentatoires dans les sorties scolaires, nous l'avions votée sans aucun état d'âme au Sénat lors du projet de loi d'école de la confiance. Ça n'a pas eu le tapage médiatique qu'on a pu connaître ces dernières semaines. Il faut protéger les élus, laisser les élus prendre leurs décisions et assumer leurs convictions. Pour ma part, j'ai voté cette proposition de loi et je ne m'en suis pas cachée. Eh bien, on va passer au texte qui sera examiné cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Cette proposition de loi du député Aurélien Pradié qui vise à agir contre les violences au sein des familles. On en parle avec notre journaliste parlementaire Fanny Conqui. Bonjour Fanny. Bonjour Oriane, bonjour Annie Billon. Bonjour. Et vous allez donc nous parler de cette proposition de loi qui sera examinée cet après-midi, dans un contexte particulier. Qu'est-ce qu'elle contient, cette proposition de loi? Alors d'abord, on va rappeler ce chiffre. En France, depuis le début de l'année, 127 féminicides ont eu lieu. Ça signifie qu'environ un jour sur deux, une femme meurt en France sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. Alors pour protéger ces femmes victimes de violences, une proposition de loi a été déposée par le député Les Républicains Aurélien Pradié. Le 15 octobre dernier, ce texte a été adopté à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Alors que prévoit le texte? Vous allez le voir. Tout d'abord, la mesure phare, c'est le bracelet anti-rapprochement. C'est un dispositif qui est déjà utilisé en Espagne et qui a fait ses preuves. C'est donc une des mesures phares de ce texte. Il y a aussi l'idée de généraliser l'utilisation du téléphone grave danger, mais aussi de rendre les ordonnances de protection plus efficaces. Elles pourront notamment être délivrées même si aucune plainte n'a été déposée. Le texte demande également au préfet d'attribuer en urgence un logement aux femmes victimes de violences. Et le texte fixe aussi un délai de 6 jours maximum pour que le juge des affaires familiales délivre une ordonnance de protection. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en moyenne, ce délai est de 42 jours, Oriane. Alors Fanny, quels sont les amendements que va apporter le Sénat à ce texte? Alors d'abord, sur le bracelet anti-rapprochement, il faut savoir que le Sénat veut une évaluation pendant 3 ans avant de pérenniser ce dispositif, car en fait, à la différence du juge pénal, le juge aux affaires familiales n'a pas l'habitude d'ordonner des mesures aussi restrictives de liberté. Ça peut donc poser problème. Écoutez, à ce sujet, Laure Darcos, elle était sur Public Sénat hier. Le problème, c'est que les juges aux affaires familiales n'osaient pas l'appliquer. Et parce que c'est quand même une entrave grave à la liberté. Et donc, nous, on va demander, en effet, à ce que ce soit les juges des libertés et de la détention qui puissent, en effet, appliquer cette règle pour qu'elle soit plus efficace et suivie des faits. Alors on va voir la liste des amendements que souhaite déposer le Sénat. On l'a vu, il y a le bracelet anti-rapprochement. Il y a aussi sur l'attribution de logements d'urgence, eh bien, le Sénat souhaite supprimer l'amendement de l'Assemblée nationale car pour la rapporteure, tout simplement, une priorité d'attribution existe déjà dans la loi. Pas besoin donc de le rajouter dans ce texte. Pour ce qui concerne du délai de 6 jours maximum pour que le juge des affaires familiales statue, eh bien, le Sénat veut aller encore plus loin et réduire ce délai à 3 jours.
pour répondre à l'urgence de ces femmes victimes des violences de leurs conjoints. Et puis, il y a aussi des amendements que vous allez défendre, Annick Billon, notamment lorsque la victime doit aller à l'hôpital. Eh bien, le texte voudrait permettre une hospitalisation sous X pour évidemment la protéger et éviter que son conjoint puisse la retrouver. Et pour les mêmes raisons, dans des cas très spécifiques, permettre aussi que la victime puisse changer de nom à l'état civil. On rappelle que ce texte va donc être discuté cet après-midi à partir de 16h30 au Sénat. Merci beaucoup Fanny, on vous retrouve tout à l'heure. Annick Billon, Fanny le rappelait, c'est un texte qui a été adopté à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Vous pensez qu'il en sera de même au Sénat ? Bien entendu. Moi, je me réjouis que de telles propositions de loi arrivent enfin. Depuis de nombreux mois, de nombreuses années, la délégation aux droits des femmes travaille sur ces sujets. Nous avions co-signé, j'avais déposé une tribune par 150 sénateurs qui l'avaient co-signée, qui avait été largement relayée. En mars dernier, j'alertais la secrétaire d'État sur les féminicides. Nous étions au double en mars du chiffre de l'année précédente. Donc aujourd'hui, il y a une prise de conscience, il y a des propositions de loi qui sortent, il y a aussi en même temps le Grenelle contre les violences qui est lancé depuis le 3-09-19. Donc j'imagine qu'il va y avoir aussi un texte législatif qui va déboucher. Donc beaucoup de choses se passent. Moi j'ai hâte. Des annonces sont attendues pour le 25 novembre. Oui. Vous dites qu'il y a une prise de conscience et pourtant il y a ce chiffre terrible, quasiment 130 féminicides depuis le début de l'année. Comment vous expliquez qu'on en soit encore là aujourd'hui en France? Je l'explique parce que la lutte contre ces violences, elle se fera de manière globale. Il ne faut pas imaginer que le fait de mettre un bracelet anti-rapprochement, ça va être la baguette magique pour lutter contre les violences faites aux femmes. C'est un ensemble de mesures qui vont comprendre de la formation, de la prévention et des moyens pour les associations, des moyens pour la formation des gendarmes, des policiers, des magistrats. On le voit, il y a un déficit de moyens aujourd'hui. Donc, y compris dans les mesures annoncées par le gouvernement, pour vous, il n'y a pas assez de moyens dans ces mesures ? Ben écoutez, lorsqu'on fait des propositions comme la proposition qui est très intéressante d'Aurélien Pradier, la proposition de loi, il va falloir véritablement que la justice se donne les moyens de traiter ces dossiers en urgence. Et lorsque j'entends Laure Darcos parler du bracelet anti-rapprochement qui serait possible d'utiliser, d'être préconisé par les juges des affaires sociales, ça sera un vrai sujet parce que comment on va suivre l'application, avec quels moyens on va donner pour contrôler cette application. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Donc la formation, la prévention et il s'agit de mesures globales à l'échelle aussi de la prise en compte de la société. C'est-à-dire que nous sommes tous concernés. C'est aussi le signalement de la part des médecins, le signalement des médecins scolaires. Donc on le voit, une mesure ne suffira pas. C'est un véritable plan global qu'il nous faut. Alors, vous parliez de ce bracelet anti-rapprochement. Il permet de géocaliser et de maintenir à distance les conjoints violents. Le Sénat a quelque peu changé le dispositif prévu dans la loi Pradier. Vous demandez une évaluation avant que ce dispositif ne soit généralisé, ne soit pérenne. Vous avez des doutes sur ce dispositif et sur son efficacité ? Moi, j'ai surtout des doutes quant à l'application. C'est-à-dire qu'il faut se donner les moyens et donner les moyens aux juges qui vont prononcer l'utilisation du bracelet, d'avoir un suivi. Le suivi, s'il n'y a personne derrière pour savoir, lorsque l'auteur des violences sera géolocalisé et pouvoir informer, donc ça sera totalement inutile. Donc il faut des moyens pour la justice, pour la police, pour la gendarmerie. Et tout ça se retrouvera dans le budget, le projet de loi de finances. Et pour ce bracelet, il faut que les personnes soient consentantes pour pouvoir le porter. Est-ce que ça, déjà, c'est pas un problème ? C'est un problème dans la mesure où vous allez proposer un bracelet anti-rapprochement à quelqu'un, un bracelet électronique, pour faire court. S'il donne son accord, c'est quand même assez compliqué de donner son accord de manière simple. On vous dit on va vous mettre un bracelet, ok, non, ça va peut-être pas fonctionner aussi facilement que ça. Parce que donner son accord, c'est déjà se reconnaître comme agresseur. Est-ce que le problème, ce n'est pas que souvent les conjoints violents ne se reconnaissent pas comme agresseurs ?
les conjoints violents sont en général des personnes qui ont travaillé leurs victimes pendant un certain temps. Ce sont des personnes extrêmement intelligentes et qui utilisent l'emprise vis-à-vis de leurs victimes. C'est pour ça qu'un certain nombre de plaintes n'en vont pas jusqu'au bout. Donc forcément que l'utilisation et la mise en application du bracelet anti-rapprochement risque d'être très compliqué. Je comprends que le Sénat, dans sa grande sagesse, demande une expérimentation. Alors après, il faut quand même savoir, à force d'expérimenter, qu'en Espagne, ça fonctionne très bien. Donc si ça fonctionne en Espagne très bien, donnons-nous les moyens de le faire fonctionner aussi bien en France, là, maintenant. L'autre modification apportée par le Sénat, elle concerne le volet logement. Elle concerne la mesure qui demandait au préfet d'attribuer en priorité et en urgence un logement aux femmes victimes de violences sur le contingent de logements réservé à l'État. Le Sénat dit que ce n'est pas la peine de passer par la loi. Est-ce qu'aujourd'hui ce dispositif il est efficace ? Le dispositif il n'est pas forcément efficace parce que il faut des logements. Lorsque vous proposez d'aller loger des femmes dans des logements sociaux, il faut avoir à disposition des logements sociaux. Lorsque vous proposez aux femmes d'aller dans des logements gérés par des associations, il faut que les associations puissent les héberger. Donc, le Grenelle contre la lutte contre les violences propose, elle, une géolocalisation, c'est dur le matin, une géolocalisation des places disponibles. On sait qu'il y a un nombre de places. Après, moi, je suis persuadée que la vraie difficulté, c'est comment on héberge ces familles, dans quelles conditions, parce que souvent ce ne sont pas des femmes seules, ce sont des femmes avec enfants. Donc la question de l'éviction du logement se pose. Est-ce que c'est au conjoint violent de partir et de laisser justement la femme dans le logement, ou c'est à la femme qui subit, ou à la victime qui subit les violences, de quitter le logement? C'est une question et le choix doit être possible pour ces femmes de décider de rester chez elles, et auquel cas c'est l'auteur des violences qui est évincé du logement. Vous allez porter des amendements notamment sur l'hospitalisation sous X. Pourquoi c'est important ça ? Parce que les femmes sont en danger. Aujourd'hui, si on parle autant de ces féminicides, c'est parce qu'il y a des femmes qui sont en danger de mort. Donc lorsqu'elles subissent des violences, lorsqu'elles ont à aller à l'hôpital pour se faire soigner à cause des actes qu'elles ont subis, elles doivent être protégées. Donc l'hospitalisation sous X, sous le modèle de l'accouchement sous X, c'est un moyen de les protéger lorsqu'elles sont à l'hôpital et qu'elles sont en train de tenter déjà de se reconstruire physiquement. Dernière question, on a beaucoup parlé de la question des moyens, mais vous parliez aussi de cette question de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le système judiciaire, aussi bien dans les tribunaux que les policiers, les gendarmes d'ailleurs, est-ce qu'il est adapté? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'écoute? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de crédibilité encore de cette parole des femmes? Il y a un vrai problème d'inégalité dans les territoires. Et lorsque je vais dire ça, je vais dire que aussi, dans les territoires ultramarins, il y a un volet qui doit forcément être traité différemment pour les territoires d'outre-mer, parce que les violences là-bas, elles sont multipliées dans des conditions très importantes. Donc oui, il faut que le traitement des femmes victimes soit identique partout, c'est-à-dire que dans les tribunaux, on le voit, certains tribunaux ont des scores beaucoup plus important et beaucoup plus satisfaisant que dans d'autres, parce qu'il y a des personnes formées, des magistrats formés. La difficulté, c'est aussi qu'il y a un gros turnover, et c'est-à-dire que lorsque vous avez des personnes formées, mais si elles quittent rapidement, il y a des turnovers par voie de 2 ans, 2 ans et demi, il faudrait au minimum qu'elles restent 7 ans pour pouvoir transmettre leur savoir aux magistrats qui vont intégrer. Donc attention aussi à ce que tous les magistrats qui sont formés dans des tribunaux puissent rester et assurer la formation. Eh bien, on suivra bien sûr l'examen de cette proposition de loi et on en parlera à 8h avec Aurélien Pradier qui sera notre invité, l'auteur de cette proposition de loi. Annick Billon, on va se rendre comme tous les jours dans une rédaction locale. Aujourd'hui, direction Poitiers. Retrouvez nos partenaires de la Nouvelle République. Bonjour Baptiste Bise, vous êtes le responsable départemental de la rédaction de la Nouvelle République et vous allez nous parler langue régionale. Je vais d'abord vous poser une question interorale pour commencer la journée, Oriane, si vous le voulez bien. Savez-vous ce qu'est une cince et ce que veut dire barrer la porte? Mais alors, pas du tout, mais je compte sur vous pour me le dire. Ah, Annick Billon, attendez, elle a la réponse. Allez-y. Je vous écoute. C'est une serpillière? Voilà. Bravo, bravo. Alors effectivement, la cince... Bravo, elle a gagné.
La Cinse est une serpillière et il est normal qu'elle le sache parce que c'est issu de la langue régionale, le Poitevin-Saintonge, qui est parlé de la Vendée jusqu'au nord de la Gironde. Donc aujourd'hui, et donc j'ai oublié de vous dire, mais barrer la porte, donc, ça se dit aussi en Vendée. En cas d'inondation, vous mettez des plaques de bois ou quelque chose comme ça, non? Eh bien là, c'est une mauvaise réponse. Ah, Donc, quand un vous sur deux, barrez c'est la bien, porte, Joker. vous la fermez à clé. Barrer la porte, c'est fermer la porte à clé dans le Poitou. Voilà, Vous l'avez on aura compris appris aujourd'hui, quelque chose. exactement. Dans les éditions de la Vienne de la Nouvelle République et de Centre Presse, on a choisi de s'intéresser au particularisme linguistique du Poitou. Alors à la fois à ces expressions typiquement de chez nous, comme celle qu'on vient de citer, mais aussi aux mots ou locutions qui varient selon les régions en France. Donc sur la base des travaux menés par le linguiste Mathieu Avanzi, qui vient de signer un nouveau livre sur ces particularismes locaux, nous publions ce matin une série de cartes qui nous rappelle à quel point le Poitou est une terre du milieu, au carrefour de plusieurs influences. Le nord du sud, disait Jean-Pierre Raffarin quand il plaidait pour un rapprochement avec l'Aquitaine. À la frontière entre Hoc et Oil, entre toits de tuiles et d'ardoises, écrit mon excellente consoeur Laurence Mondon-Samit ce matin, de nombreux mots du langage courant ont ainsi cours dans le Poitou. Pour un sac plastique à la caisse du supermarché, par exemple, on dit plutôt pochon dans le nord de la Vienne et poche dans le sud du Poitou. On écrit avec un crayon de papier dans la Vienne et dans le Mélois, mais avec un crayon de bois dans le bocage bressuiré. Idem pour l'extrémité de la baguette, que l'on appelle plutôt quignon au nord et autour de Poitiers, et crouton dans le sud du Poitou. Alors, au passage, on appréciera la neutralité de nos voisins du Limousin qui préfèrent parler de crougnon, à la fois crouton et quignon, crougnon dans le Limousin. Alors que notre langue a donc tendance à s'uniformiser et à s'appauvrir, il est plutôt réjouissant de constater que les Poitevins cultivent leur régionalisme linguistique. Tout cela est à retrouver dans ce livre de Mathieu Avanzi, Parlez-vous les Français, paru chez Armand Collin, mais aussi donc dans nos éditions du jour. Eh bien, vous nous aurez appris des mots aujourd'hui, Baptiste Bizet. On va parler d'une autre information qui est dans la Nouvelle République, toujours sur cette richesse de la culture régionale, c'est la création des presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait, et on doit cette heureuse initiative à La Geste, une maison d'édition basée à La Crèche, près de Niort, en créant ce nouveau label des presses universitaires de Nouvelle-Aquitaine, les PUNA, en partenariat avec l'Université de La Rochelle. La Geste souhaite donner une nouvelle vie à ces pépites qui se lamentent dans les fonds des bibliothèques universitaires, écrit mon autre excellent confrère Jean Rousiès de la rédaction de Niort ce matin. Les travaux des chercheurs en sciences humaines et sociales pourront ainsi être ouverts au grand public tout en modernisant l'image des chercheurs et de leurs travaux. Pour l'éditeur du Poitou-Charentes, c'est aussi une façon d'accompagner sa stratégie à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, cette nouvelle grande région où, soit dit en passant, on mange plus de chocolatine que de pain au chocolat. Merci beaucoup, merci Baptiste Bizet d'avoir été avec nous ce matin. On va revoir la une de la Nouvelle République. Merci, à très bientôt. Si vous avez d'autres quiz, n'hésitez pas. Merci Baptiste. On va passer à la revue de presse de votre département de Vendée. Annick Billon, c'est avec Fanny Conquis qui revient. Et Fanny, on commence avec le courrier vendéen. Oui, et cette bonne nouvelle pour les habitants de l'île de Noirmoutier. Objectif, lutter contre les déserts médicaux. La commune a décidé de racheter un immeuble et 2 médecins pourront donc s'installer dans les locaux rachetés par la commune. Il pourrait s'agir d'un pédiatre et d'un gynécologue. On sait que ce sont 2 spécialités médicales qui sont particulièrement concernées par les déserts médicaux dans de nombreuses régions. Et on enchaîne avec Ouest France. Oui, et cette fois dans Ouest France, on parle de ce nouveau plan des Pays de la Loire pour soutenir les entreprises à capitaux étrangers. Alors les entreprises à capitaux étrangers, ça signifie qu'il y a un minimum de 50% de leur financement qui vient donc de l'étranger. Et bien pour les attirer, les Pays de la Loire lancent ce nouveau plan, une démarche pour les aider à s'installer, un accompagnement personnalisé pour simplifier leur installation et leur développement dans la région. Il faut savoir que dans les Pays de la Loire, il y a actuellement 1000 entreprises à financement étranger. Ça concerne 70 000 salariés. Objectif donc stimuler l'économie et l'emploi dans la région. Merci beaucoup Fanny. À tout à l'heure. Puisqu'on parle d'économie et d'emploi dans votre région, un mot sur l'usine Michelin de la Roche-sur-Yon de Vendée. La fermeture a été annoncée à l'horizon 2020. Il y a 619 salariés qui sont menacés, des salariés qui se sont prononcés en faveur de négociations. Est-ce que vous êtes confiante sur l'issue de ces négociations? Alors écoutez, déjà l'annonce le 10 octobre de ces 619 salariés qui se retrouvent devant une décision quand même brutale, violente. Donc moi je pense d'abord à tous ces salariés, à ces 619 salariés, à ces 619 familles, et je souhaite les assurer que je serai à leur côté. J'ai écrit très rapidement au ministre de l'économie, à Madame la ministre, j'ai également écrit au Premier ministre, j'attends des réponses.
Et aujourd'hui, les négociations, au lendemain de cette annonce, 96% des salariés étaient favorables aux négociations. Je sais qu'hier, il y a eu des réunions, il y avait déjà eu des réunions en préfecture, mais hier, il y avait des réunions au sein de l'entreprise pour établir le cadre de ces négociations. Ces réunions se sont déroulées dans un climat extrêmement tendu, hélas, parce qu'une petite majorité de syndicalistes qui ne souhaitent pas la négociation et qui ne représentent pas la majorité des salariés se sont opposés à la pause méridienne aux salariés qui sont, et aux syndicalistes, à l'intersyndicale qui est en train de négocier. Donc moi je condamne fermement toutes les menaces, toutes les attaques, tous les appels téléphoniques dont ont été victimes les salariés qui négocient avec l'intersyndicale. Je les assure que je suis à leur côté et qu'il serait quand même important que dans un pays comme la France, à partir du moment où il y a des négociations, à partir du moment où la majorité des salariés s'est prononcée, c'est-à-dire 96%, qu'on poursuive ces négociations. Michelin a pris des engagements. Nous veillerons à ce que Michelin tiennent ses engagements, parce que la fermeture d'une usine, c'est pas rien. Michelin à La Roche-sur-Yon, c'est le deuxième plus gros employeur de la ville. Donc tous les élus sont mobilisés. Le maire de La Roche-sur-Yon, tous les élus du département étaient présents à la première réunion en préfecture. Mais vous dites que vous avez écrit au Premier ministre, au ministre, et que vous n'avez pas eu de réponse. Est-ce que l'État laisse tomber les salariés de La Roche-sur-Yon? Est-ce qu'il n'est pas assez présent à leur côté? Je ne pense pas que l'État laisse tomber, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Oui, non, mais je suis dans mon rôle de parlementaire, je sollicite un entretien puisque l'intersyndicale était venu me voir à ma permanence à La Roche-sur-Yon. Ils souhaitaient pouvoir exprimer leur situation, donc c'était l'objet de cette demande. Je ne doute pas que les bidistes vont me répondre. On va passer à une autre actualité. Hier, le Sénat a fait le bilan de la loi Egalim, la loi agriculture et alimentation, qui visait à rééquilibrer les relations entre agriculteurs et distributeurs, qui devait profiter aux agriculteurs. On renvoie que le compte n'y est pas. Le ministre de l'Agriculture l'avait d'ailleurs dit. Comment on fait pour rectifier le tir ? Aujourd'hui, lorsque on propose des états généraux de l'alimentation, on suscite beaucoup d'attentes. On suscite beaucoup d'attentes, on fait beaucoup de promesses et on le voit aujourd'hui, les promesses, elles ne sont pas tenues dans la loi Egalim. Il y a en plus un contexte quand même d'agribashing fort. Il y a également des accords qui sont l'objet de tensions fortes chez les agriculteurs. Notamment le CETA. Est-ce que CETA. la France doit renoncer à ratifier le CETA pour vous ? La France a une obligation d'avoir des accords avec les autres pays. Nous ne sommes pas sur une île déserte. Par contre, autoriser le CETA en l'état, c'est finalement ne pas cautionner ce qui avait été voté dans la loi Egalim, c'est-à-dire qu'on autorise des produits qui rentrent en France avec des conditions différentes et des utilisations de farine animale, par exemple, d'antibiotiques pour activer les croissances, ce n'est pas acceptable. D'autant plus que ces députés qui ont voté le CETA ont voté la loi Egalim. Ils se contredisent. Donc non, moi je ne voterai pas le CETA en l'état, tout en sachant qu'on a besoin, nous ne sommes pas sur une île déserte, je l'ai déjà dit, et nous avons besoin d'accords. Mais les agriculteurs ne doivent pas en payer le prix fort. On a bien compris votre message. Merci beaucoup Annick Billon. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans 2 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Aurélien Pradier, député du Lot, secrétaire général des Républicains. Et nous parlerons bien sûr des mesures sur l'immigration annoncées ce matin par Édouard Philippe, mais nous parlerons de sa proposition de loi qui vise à lutter contre les violences au sein des familles, contre les violences faites aux femmes. On en a beaucoup parlé avec vous, Annick Billon. Elle est examinée aujourd'hui dans l'hémicycle du Sénat et c'était justement le thème du débat d'Allons plus loin hier soir avec Rebecca Fitoussi. On en regarde un extrait. Un truc vraiment, je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, donc, manifestement, qui ont été très promptes à la critique, et ce, avant même de lire toutes les mesures des groupes de travail, avant même d'avoir lecture aussi des rapports des groupes de travail. Par exemple, mon groupe de travail, le groupe de travail que je copilote, le rapport n'a pas encore été rendu public. Alors donc moi, quand j'entends Caroline Dehaas, par exemple, dire qu'il y a des choses intéressantes, parler de mesurettes, pardon, mais moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ça. On peut pas à la fois critiquer le fait qu'il n'y ait pas de budget, ce qui est tout à fait audible, et en même temps ne pas dire bon. Ne pas saluer quand il y a des bonnes mesures. Ne pas saluer quand il y a des budgets. C'est dans ce sens où je dis on peut pas rendre politique ce sujet. Marie, merci. La maltraitance a un coût.
en termes de santé publique. Un enfant qui assiste à des bagarres conjugales, parce que 80% des femmes qui subissent des violences ont un enfant qui est forcément témoin, même s'il n'a pas de coup, psychologiquement, il est marqué, ça se retrouvera dans son génome. Cette maltraitance, elle va être insidieuse, elle va entraîner des conséquences sur le corps, des conséquences somatiques qui coûteront en termes, si on peut être un peu trivial, qui coûteront cher à la société en termes de mal-être, etc. Donc si on prenait dès le départ, mais avec des moyens qui peuvent être déjà alloués, juste une façon de penser différemment, en aidant à la parentalité, en donnant une éducation, nous, les femmes, à nos enfants, les papas à leurs enfants également, de façon à ce que la femme existe en tant que telle et soit respectée en tant que telle, sans forcément qu'il y ait besoin d'une loi et d'un budget en face. Il nous reste quelques secondes, Annette. Oui, parmi les mesures évoquées par les groupes de travail, d'ailleurs la formation des professeurs, nous on s'en réjouit évidemment. Par contre, je remarque que cette formation obligatoire des professeurs est dans la loi depuis 2014 et que donc ce qui manque visiblement pour que les professeurs soient formés en France, c'est encore une fois des budgets et une volonté politique. Et vous savez que les violences psychologiques existent aussi déjà dans la loi depuis 2010. Ça n'empêche pas d'avoir un groupe de travail dessus pour parfaire justement, et parce que manifestement au regard de l'absence quasiment de condamnation, il y a un problème d'application de la loi. Il me reste 10 secondes. Et je pense aussi que pour avancer, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a des défaillances constatées dans les dossiers où les femmes meurent, la responsabilité de l'État soit engagée. Notre invité politique ce matin, c'est Aurélien Pradié. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Lot, secrétaire général des Républicains et vous êtes l'auteur de cette proposition de loi examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes mais plus généralement contre les violences faites au sein des familles. Merci d'être avec nous. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Christelle Bertrand. Bonjour Christelle, du groupe La Dépêche. Avant de parler de votre proposition de loi, Aurélien Pradié, on va parler de cette actualité, les mesures annoncées ce matin par Édouard Philippe, mesures sur l'immigration, 20 mesures qui devraient être annoncées. On en connaît déjà les grandes lignes, notamment des quotas d'immigration économique ou encore un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent accéder à la Sécu. Est-ce que ce sont des mesures que vous auriez pu porter ? Pas exactement de cette manière-là, mais la droite républicaine, depuis des années, réclame ce qu'on appelle les quotas d'immigration. Et donc, tout ce qui ira dans ce sens-là, je n'aurai pas la bêtise de le contester devant vous. En revanche, je voudrais attirer votre attention sur 2 points. Le premier est que le fait que l'immigration économique n'est pas le véritable sujet dans notre pays. D'abord, notre pays a un taux d'immigration économique parmi les plus bas d'Europe, il faut le dire. Environ 10%. Exactement, ce n'est pas le taux le plus élevé des pays européens. Le vrai sujet, c'est l'immigration en général, et en particulier l'immigration irrégulière. Et donc, on va pouvoir mettre en place tous les quotas d'immigration économique, professionnelle, secteur par secteur, que l'on veut, ça ne réglera pas le cœur du problème. Et ce que je conteste dans cette proposition-là, c'est le fait que, bon, c'est un gadget. C'est affiché d'ailleurs comme un gadget. Emmanuel Macron est un comédien assez cynique d'ailleurs, parce que je trouve que le sujet mériterait d'être pris avec beaucoup plus de sérieux. Régler la question migratoire seulement par des quotas, par branche professionnelle, ne réglera pas tous les problèmes, puisque le cœur du problème, c'est la reconduite à la frontière pour toutes celles et ceux qui sont en situation irrégulière sur le territoire. Donc vous parlez de gadget ? Je parle de gadget, en tous les cas c'est insuffisant et je pense qu'il y a, je le redis, une part de comédie de la part du pouvoir dans cet exercice-là, qui pense qu'en prononçant des mots-clés, il va capter un électorat. D'abord, c'est prendre les Français pour des enfants, qu'ils ne sont pas à mon sens. Et par ailleurs, je le redis, la question de l'immigration va largement au-delà. La vraie question, c'est l'immigration irrégulière et la manière dont il apporte une réponse. Justement, au-delà du fond, est-ce qu'il n'y a pas une visée électorale, électoraliste de la part de la majorité, qui vise peut-être à diviser votre électorat, puisque les quotas, ça va être, selon l'avis de certains, une forme d'immigration supplémentaire. Est-ce qu'on ne pousse pas une partie de votre électorat dans les bras de Marine Le Pen en annonçant ça ? Je pense en effet que non seulement il y a une part de comédie, mais il y a une part majeure de cynisme. Et quand je dis qu'Emmanuel Macron et son gouvernement sont des comédiens cyniques, je le pense vraiment, parce que comédiens, ils ne pensent pas une seule seconde ce qu'ils disent. D'ailleurs, lorsqu'on rentre dans les détails depuis hier de ces fameux quotas, notamment lorsque j'écoute la ministre du Travail, je me rends compte au final qu'il y a de fortes chances aujourd'hui, vu l'imprécision de leur méthode, que ces quotas amènent à plus d'immigration, ce qui est exactement l'inverse de ce que les Français peuvent a priori penser. Et donc c'est là qu'il y a une comédie. Et il y a du cynisme, parce qu'Emmanuel Macron se réveille tous les matins en rêvant d'une seule personne, Marine Le Pen. Il sait que Marine Le Pen est son assurance-vie électorale. Et donc son cynisme le pousse à tout faire pour que dans ce pays, les sujets qui peuvent exciter nos concitoyens soient sur le devant de la table sans jamais vouloir les régler. Un exemple précis. Nous sommes en train d'examiner le budget de la nation. Sur le budget en matière immigration,
sur la lutte contre l'immigration irrégulière plus précisément. Le budget est en baisse de 10%, 12 millions d'euros de moins. Nous sommes en train aujourd'hui de baisser de 12 millions le budget pour lutter contre l'immigration irrégulière et Emmanuel Macron est en train de faire semblant d'agir. L'écart qu'il y a entre des mots forts et des actes faibles est à mon sens une manière d'attiser les flammes dans un pays qui n'en a pas besoin. Parce que Nicolas Sarkozy, qui l'avait mise en place, s'est aperçu au bout de quelques années que le nombre de chômeurs issus de l'immigration était bien supérieur aux nationaux. Finalement, ça a été un constat d'échec. Donc vous dites à la fois que vous êtes favorable aux quotas, mais ça n'a pas si bien marché que ça. Par le passé. Vous avez raison, le dispositif existe déjà. Et c'est important de le dire aux Français, qui ont l'impression que Emmanuel Macron va inventer les quotas d'immigration économique. Ils existent déjà. Nous avons déjà un certain nombre de métiers sous tension qui sont identifiés. Mais Nicolas Sarkozy a fait marche arrière quand même sur ce parce que ça ne fonctionnait pas. C'est ça. Le vrai sujet, et c'est ce que la droite a toujours dit, c'est pas seulement les quotas d'immigration économique, ce sont les quotas d'immigration en général. Et c'est la lutte contre l'immigration irrégulière. Vous savez, moi j'ai une vision très simple de l'immigration. La loi est la loi. Le droit d'asile fait partie de la loi de la République et de la grande tradition de la République. Toutes celles et ceux qui peuvent être accueillis au regard de la loi sur notre territoire doivent l'être dans les meilleures conditions pour qu'ils deviennent des citoyens français. Les meilleures conditions, est-ce que la réforme de l'AME, en tous les cas des soins qui sont destinés aux personnes qui arrivent sur notre territoire, vous paraît aller dans le bon sens, notamment le délai de carence de 3 mois? Certaines associations disent attention, on risque de laisser proliférer notamment des épidémies, et puis il y a un aspect humanitaire. Qu'est-ce que vous pensez de la réforme de ce système de santé? J'aurais peut-être une parole un peu différente de certains de mes collègues au sein de ma famille politique. Je pense que ce n'est pas le sujet. Et je pense que nos concitoyens peuvent le comprendre. D'abord parce qu'il y a des vraies questions sanitaires. Et lorsque nous aurons sur notre territoire des femmes, des hommes ou des enfants qui ont besoin d'un soin d'urgence, ils n'attendront pas 3 mois. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller là où il y a de la lumière, c'est-à-dire dans les services d'urgence. Et nous allons continuer à engorger nos services d'urgence. Donc il y a une forme d'hypocrisie considérable à penser qu'en mettant un délai de 3 mois de carence, on va régler le problème. Je le redis, on s'attaque aux symptômes, pas à la cause initiale. La cause initiale, c'est de faire en sorte que sur les 2/3 de demandeurs d'asile qui sont déboutés aujourd'hui, il n'y ait plus, comme c'est le cas, 90% de ces déboutés qui restent sur le territoire national. Il faut une règle simple. La République accueille et elle doit bien accueillir. Si elle ne peut pas accueillir, si la règle n'est pas respectée, elle doit reconduire à la frontière. Et c'est cela qu'il manque cruellement dans l'action d'Emmanuel Macron. Allez, un mot d'un autre sujet, c'est la sénatrice Jacqueline Eustache-Brinio qui a porté le texte qui interdisait les signes religieux pour les parents accompagnants de sorties scolaires. Cette sénatrice est aujourd'hui victime de menaces. Gérard Archer va saisir le procureur de la République au nom du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la République est à l'évidence fracturée. Comment peut-on aujourd'hui ne pas aborder ce sujet avec plus de sérénité? Vous savez, il y a quelques décennies, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, les plus grands défenseurs de la République étaient les plus laïques. Étaient celles et ceux qui considéraient que dans l'espace du service public, et les voyages scolaires font partie du service public, c'est une évidence, il devait y avoir une neutralité absolue. Il y a quelques décennies, dire cela, c'était être un profond républicain. Dire cela aujourd'hui, c'est être soupçonné de stigmatiser les uns et les autres. Vous voyez, l'écart, le recul considérable sur l'idéologie républicaine que nous avons aujourd'hui dans notre pays. Et les menaces dont notre collègue peut faire l'objet, comme d'autres d'ailleurs, sont inacceptables, intolérables, et on doit y lutter pied à pied. Aucune forme de lâcheté ou de faiblesse ne doit pousser la République à s'effacer devant celles et ceux qui lui veulent du mal. On va parler d'un autre sujet qui concerne toujours les parlementaires, qui concerne votre groupe, le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui doit aujourd'hui se choisir un président, puisque Christian Jacob a pris la tête du parti. 6 candidats en lice. Qui soutenez-vous, Aurélien Pradier? Moi, j'ai apporté mon soutien à Olivier Marleix par lien d'amitié et de loyauté. Ce sont encore des valeurs auxquelles je crois en politique. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des candidats, qui sont des collègues, sont des candidats de grande qualité. Et je laisse l'intelligence collective. Je n'en sais rien. Vous savez, ce sont comme les élections des papes. Généralement, vous rentrez pape, vous ressortez cardinal. C'est une élection entre crocodiles et donc il vaut mieux être d'une prudence extrême sur les pronostics. Ce qui est sûr, c'est que qui que ce soit, parmi les 6 candidats, nous aurons un bon président ou une bonne présidente pour ce groupe-là, qui a fait beaucoup de travail à l'Assemblée nationale. Et à ce stade, je veux saluer l'action considérable qui a été celle de Christian Jacob, d'une solidité extrême, d'une valeur humaine que chacun reconnaît et qui a été un grand président de groupe à l'Assemblée nationale. Mais 6 candidats, est-ce que ça ne veut pas dire qu'aucun leader naturel ne se dégage? Sûrement, mais c'est aussi la loi de la démocratie. Nous aurions eu un seul candidat, on nous aurait sûrement dit... Mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi risque de tension par la suite? Forcément, quelques tensions quand on fait une élection, mais vous savez, nous sommes les députés des praticiens quotidiens de la tension électorale, donc on doit pouvoir en supporter une de plus.
Alors vous disiez justement, à propos de ces praticiens électoraux, que vous aviez peut-être manqué d'humilité. Je me suis dit que vous paraphrasiez Gérard Collomb. Je me suis trompée, qui disait ça à propos de la Macronie. Ah oui, c'est possible, mais il avait raison pour la Macronie et peut-être ai-je raison pour la droite aussi. Ce que je veux simplement dire, ce que je veux dire clairement, c'est que je crois que la droite a un avenir dans ce pays. Je pense qu'elle a quelque chose à dire aux Françaises et aux Français. Mais nous avons essuyé beaucoup d'échecs électoraux. Et peut-être n'avons-nous pas pris le temps, les uns les autres, et je me mets dans le lot, après ces échecs électoraux, de nous poser un instant, de baisser gentiment la tête en disant qu'est-ce que nous n'avons pas bien fait, quelle est notre part de responsabilité, pour mieux la relever ensuite, pour mieux se réadresser aux Français en disant nous avons compris Laurent Wauquiez, et nous avons appris de nos erreurs. Mais nous toutes et nous tous, nous avons eu la tendance à relever trop vite la tête. Pas parce que nous ne considérions pas que nos valeurs le méritaient, mais simplement parce que nous n'avons pas pris ce temps-là nécessaire. Vous savez, en politique, c'est compliqué. C'est compliqué parce que lorsqu'on échoue, on a le sentiment qu'il faut immédiatement se relever et faire semblant que tout va bien. Et je pense que nos concitoyens ont besoin de voir que la droite a appris de ses échecs. Et c'est une méthode. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, de nous remettre au travail pour très vite revenir vers les Français en leur disant voilà ce que nous avons compris de nos échecs et voilà la nouvelle formule. Vous venez de prendre des responsabilités au sein de votre parti. Comment vous imaginez votre rôle aujourd'hui au sein des LR? Qu'est-ce que vous avez envie d'y faire ou d'insuffler? Beaucoup de choses, mais la tâche n'est pas simple. Et pour tout vous dire, je n'étais pas candidat à cette mission de secrétaire général de ma famille politique. C'est Christian Jacob qui est venu vous chercher ? Oui, je l'ai accepté, aucune fausse modestie. Simplement, je mesure l'immensité de la tâche. Pas pour moi, parce que ma question personnelle est extrêmement secondaire, mais pour notre famille politique. Et je pense véritablement, je le redis, que la droite a quelque chose à dire aux Françaises et aux Français. Moi, je suis à l'Assemblée nationale depuis plus de 2 ans. J'aurais pu peut-être adhérer à La République En Marche. Certains de mes amis, anciens amis politiques l'ont fait. Et si je ne l'ai pas fait, c'est pas par réflexe sectaire. C'est simplement, essentiellement, parce que le projet de société porté par Emmanuel Macron, que je vois injuste et fataliste, ne correspond pas à l'idée que je me fais de mon engagement politique, de l'avenir de mon pays. Et donc ma responsabilité, c'est ni d'aller me jeter dans les petits bras d'Emmanuel Macron ou dans les mauvais bras de Marine Le Pen, c'est de construire avec l'ensemble de mes amis politiques une famille politique capable de convaincre à nouveau les Français. Et qui a encore une place sur l'échiquier politique aujourd'hui. Comment vous allez faire pour redevenir Audi, puisque reconnaissez qu'aujourd'hui vous ne l'êtes plus? C'est une grande difficulté. Mais lorsqu'on regarde le paysage, d'abord on peut se dire que notre démocratie, notre République ne peut pas se résumer à un choix stérilisant entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et je pense que tout cela finira par nous péter dans les doigts, si vous me passez l'expression. Les Français ne supportent pas de ne pas avoir le choix, et ils ont bien raison. C'est-à-dire ? Je pense que finira un jour où, si nous restons sur ce caractère binaire, les Français basculeront vers le mauvais côté que nous ne souhaitons pas pour notre pays, qui est celui de Marine Le Pen. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron joue terriblement avec le feu à cet égard. Mais le message que la droite a adressé à ce pays, c'est un message que je considère comme conquérant. Moi, je me suis engagé en politique derrière une famille politique qui a toujours été une famille politique de conquête, sur les questions économiques, sur les questions sociales aussi. Ma famille politique, c'est celle de Simone Veil, c'est celle de l'acquis de l'IVG. Et donc, il faut que la droite sorte de ce piège du faux progressisme ou du faux conservatisme et qu'elle redevienne une droite de conquête capable d'influencer sur la marche des choses et la marche du monde. Emmanuel Macron ne croit pas en la politique. Il pense que la politique est faite pour faire accepter les choses aux Français. Alors, il ne croit pas qu'elle puisse changer les choses. Il ne croit pas la politique, mais il s'en mêle. La prochaine étape, ce seront les municipales. Il va réunir vendredi à l'Élysée l'état-major de son parti pour évoquer cette question. Ça vous choque qu'il mette les mains comme ça dans le cambouis et qu'il s'occupe de cette échéance électorale? Il vaut mieux qu'il s'en occupe, parce que personne d'autre n'est véritablement capable de s'en occuper au sein de La République En Marche. Et puis je lui souhaite bon courage, parce que je ne sais pas qui représente l'état-major de La République En Marche, mais moi je le vois sur les territoires, je le vois dans le sud-ouest en prévision des prochaines municipales. Ce rendez-vous est un rendez-vous de vérité pour La République En Marche. Quelle vérité? Celle du déracinement des territoires. Et nous le disons à droite depuis des mois et on nous croit à peine. Nous allons voir, constater à quel point La République En Marche est hors sol à l'occasion de cette élection-là. Et je le dis très clairement, être engagé en politique sans être ancré sur les territoires, c'est un problème fondamental. Et donc Emmanuel Macron peut mettre tout le génie de sa personne dans cette élection-là. Je pense qu'il aura le résultat. Mais ça ne vous dérange pas qu'un président de la République censé représenter tous les Français s'implique à ce point dans la campagne d'un parti de son parti? Bien sûr que si, ça me dérange. Ça me dérange parce que d'abord, c'est pas ce qu'il a dit de la République exemplaire. C'est pas ce qui devrait être fait par un président de la République. C'est vrai que ça a été fait par beaucoup d'autres
par le passé, et donc ça ne me pose pas un problème majeur. Ce qui est sûr, c'est que ça devrait lui poser principalement un problème à lui et à celles et ceux qui vont fréquenter cette réunion, puisqu'il a fait partie de ceux qui ont vendu aux Français une République exemplaire qui manifestement était invendable. Alors la prochaine étape, après les élections municipales, ce sera les élections présidentielles. Tous les regards vont se tourner vers cette échéance-là. Est-ce que vous parliez de votre parti tout à l'heure, les Républicains, il faut s'attendre à une guerre des égaux entre François Baroin et Xavier Bertrand? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Est-ce que ce sera plus compliqué? Non. Nous n'aurons pas de guerre des égaux. Je le dis aussi pour l'espérer et pour le souhaiter. Mais je le dis parce que... C'est la méthode Coué, vous n'y croyez pas forcément. Non, j'y crois pour 2 raisons. La première, c'est que nous allons travailler différemment. Et lorsque, avec Christian Jacob, nous disons que nous allons d'abord travailler sur les rails, c'est-à-dire les idées, ce que nous voulons faire de ce pays, avant de chercher la locomotive, c'est un vrai choix de méthode qui permettra de dégager celui ou celle qui sera notre leader parce qu'il sera assis sur un socle essentiel qui n'est pas que sa personnalité, qui sont les idées qu'il a apportées. Puis la deuxième raison qui me pousse à espérer, c'est le fait que nous sommes dans une situation si difficile que si nous avons un leader, il se dégagera naturellement. Et je pense que l'intelligence collective permettra de dégager un leader dont les valeurs seront celles de la droite et celles d'un avenir nouveau pour ce pays. Allez, on va parler de votre proposition de loi, Aurélien Pradi. Elle est examinée cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat. Elle vise à lutter contre les violences faites aux femmes et plus généralement contre les violences au sein des familles. Avant d'en parler avec vous, on va écouter le témoignage d'une ancienne victime de violences conjugales, victime de la part de violences de son conjoint. C'est un témoignage recueilli par Sandra Cerquera. On le voit, le bracelet anti-rapprochement il est efficace en Espagne contre les féminicides. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de telle violence que la femme a peur de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Combien de plaintes elle a déposées? Est-ce que ça m'aurait aidé? Non, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il aurait fallu que je porte plainte et qu'il y ait une procédure. Il aurait fallu que je me rende compte de ce que je vivais. Alors que non. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Maintenant, il faut des moyens. Maintenant, il faut savoir comment on le met en place, sachant que l'agresseur doit donner son consentement. S'il n'est pas d'accord pour le porter, il ne le portera pas. Aussi. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il se reconnaisse agresseur aussi. Or, il n'est pas agresseur, ce sont nous les folles. Alors beaucoup de choses dans ce témoignage, Aurélien Pradi, notamment concernant ce bracelet anti-rapprochement. C'est l'une des mesures de votre texte. C'est un bracelet qui permet de géolocaliser et d'éloigner les conjoints violents. Vous l'entendez, ce n'est peut-être pas forcément une mesure efficace dans tous les cas, cette mesure. Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage? Ce qui est certain, c'est que nous n'allons pas régler tous les problèmes en une proposition de loi, mais cette proposition de loi est sûrement une des plus grandes avancées que nous ayons eues depuis de nombreuses années. Et nous parlons beaucoup de politique ce matin. Je pense qu'au-delà de moi et au-delà du groupe Les Républicains qui l'avons porté, je pense que cette démarche-là, qui a permis de passer des paroles aux actes sur ce sujet où on bavarde parfois beaucoup, fait honneur à la politique. Et je pense que les parlementaires, l'Assemblée nationale hier, le Sénat aujourd'hui, auront redoré l'idée qu'on se fait du politique qui est capable de protéger ces femmes parce que c'est notre devoir collectif. Sur le bracelet anti-rapprochement, une précision. Il y aura une possibilité de l'imposer. Et c'est une disposition que j'ai introduite par amendement dans la proposition de loi. Le cadre aujourd'hui est complexe. C'est le juge civil, le juge aux affaires familiales qui, dans un premier temps, proposera le bracelet. Il est bien évident que les individus le refuseront systématiquement. Et donc nous avons imaginé ce qu'on appelle un pont qui permettra de transmettre immédiatement au parquet qui, lui, par une procédure notamment de contrôle judiciaire, pourra imposer ou une détention, mise en prison, ou bien le bracelet anti-rapprochement. Donc vraiment, cette proposition de loi, je le dis, elle est extrêmement solide. Ce sera rapide, cette décision du parquet? Oui, ce sera immédiat. Et dans le cas où le juge aux affaires familiales aura considéré qu'il était nécessaire d'appliquer le bracelet, qui fonctionne notamment en Espagne, il s'agit de danger de mort pour ces femmes-là, alors le parquet décidera immédiatement, y compris avec une mesure très proche, qui est la détention provisoire, qui est la garde à vue, qui veut dire que dans l'heure qui suit, l'individu dangereux peut être mis sous les verrous. L'individu dangereux aura le choix entre la prison ou le bracelet électronique, et vous supposez qu'il préférera... On le suppose, en tous les cas, dans les deux cas, le bracelet ou la mise en détention, il sera hors d'état de nuire et c'est l'essentiel. Les sénateurs ont quelque peu modifié votre texte sur ce sujet. Ils disent qu'il faut évaluer le dispositif sur ce bracelet anti-rapprochement avant de le pérenniser. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux? Non. Je ne suis pas d'accord, je leur ai dit, et puis c'est le travail parlementaire, nous aurons à l'issue du débat au Sénat une commission mixte paritaire. Non, parce que nous avons déjà beaucoup discuté de ce sujet et que ça suffit. Je le dis comme je le pense. D'abord, il y a 2 lois d'expérimentation qui ont déjà été votées par le passé dans notre pays. Ces 2 lois d'expérimentation n'ont jamais débouti sur une seule tentative. Et donc,
allons-y désormais. Je dis aussi à mes collègues sénateurs que nous avons du recul. Je veux bien qu'on ne prenne pas toujours exemple sur nos voisins européens, mais les Espagnols ont déjà appliqué le dispositif. Et il fonctionne. Moi, j'ai entendu à l'Assemblée nationale une magistrate espagnole qui nous a expliqué comment le dispositif fonctionnait. Donc nous avons pris de vraies précautions et ce texte est sérieux et solide. Désormais, il faut passer à la pérennisation. Nous aurons ce débat parlementaire et je suis certain que la raison l'emportera. Les sénateurs ont aussi modifié une mesure de votre texte qui concerne le relogement des femmes victimes de violences. Vous souhaitiez que les contingents de logements réservés à l'État puissent leur bénéficier. Qu'est-ce que vous pensez de cette modification ? Je pense qu'il faut que nous maintenions ce dispositif-là. Dans la proposition de loi, et vous avez raison de le souligner, il y a un article complet qui concerne le logement. Nous avons travaillé sur l'ordonnance de protection, le bracelet, l'obligation de soins pour les auteurs de violences et la question du logement qui est absolument essentielle. Et par amendement, un de nos collègues à l'Assemblée nationale avait introduit le fait que les préfets devaient utiliser leur quota réservé pour reloger ces femmes. Je pense que ce n'est pas la solution miracle, ce n'est pas la solution exclusive, mais que c'était une solution complémentaire qui était une bonne solution. Et donc parce que clairement, on manque de logement aujourd'hui. Nous manquons de logement. Et puis nous avons dans cette proposition de loi réintroduit une règle. Désormais, ce sont aux auteurs de violences de partir du logement et c'est aux femmes victimes de rester dans le logement. Y compris les auteurs de violences devront continuer à contribuer aux frais du logement. C'est une vraie révolution dans le droit et cette proposition de loi le permet. Je pense que la question des quotas réservés des préfets était une question intéressante, c'est un complément et donc je le défendrai notamment en commission mixte paritaire. Cette loi portera votre nom ? Alors, je n'ai pas cette immodestie ou cette volonté-là. L'essentiel, c'est que cette loi, au fond, c'est pas mon nom qu'elle pourrait porter. C'est le prénom de toutes celles et ceux, plutôt toutes celles, qui sont mortes depuis de nombreuses années sous les coups de leurs compagnons. Cette loi-là, si elle doit porter un nom ou des prénoms, sont le prénom de ces femmes. Pourtant, l'État et le gouvernement, et notamment Marlène Schiappa, fait de cette lutte contre les violences sa priorité. Et vous avez tout de même déposé une proposition de loi. Est-ce que c'est pour pallier les manquements de l'État ou la lenteur du gouvernement sur ce sujet ? C'est pour pallier l'inaction de Marlène Schiappa. Je le dis comme je le pense. Nous avons beaucoup travaillé avec la garde des Sceaux sur ce texte-là, avec qui je ne partage pas beaucoup de choses politiques. Vous n'avez pas travaillé avec Marlène Schiappa ? Pas du tout. Et je le dis très clairement, depuis le début de l'examen de ce texte jusqu'à l'issue, je n'ai pas eu le moindre contact, ni avec la secrétaire d'État, ni avec aucun membre de son cabinet. Lorsque j'ai déposé la proposition de loi, j'ai écrit au Premier ministre, à la garde des Sceaux et à la secrétaire d'État. La ministre de la Justice m'a répondu et s'est impliquée dans l'examen du texte. Le Premier ministre aussi. Mais au fond, la question, pardon de le lire, de Marlène Schiappa est une question, à mon sens, secondaire. Ce qui, à mon avis, est grave et que nous avons réussi à corriger, c'est l'écart abyssal entre les paroles et les actes sur ce sujet. Et nous n'avons pas le droit, sur un sujet aussi essentiel, de se payer seulement de mots. Je suis heureux que la représentation nationale, les députés, à l'unanimité, donc de tous les groupes politiques, aient pu se rassembler pour passer des paroles aux actes. Vous savez, je ne suis pas le député d'opposition le plus rassembleur. J'agace beaucoup mes collègues députés de la majorité. Et pour autant, nous avons réussi à les rassembler, toutes et tous, et je pense avoir fait le boulot, comme on dit, derrière cette grande cause-là. C'est l'essentiel. Quant à Marlène Schiappa, elle avait sûrement mieux à faire que de venir nous aider à voter la loi. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Aurélien Pradier. On suivra l'examen de votre proposition de loi dans l'hémicycle du Sénat. Ce sera cet après-midi à 16h30. Merci d'être venu. Merci Christelle Bertrand. Et on passe tout de suite juste Aurélien Pradier à votre place. Demain, je vais quand même le dire, ce sera Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. On passe maintenant au Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui, avec la bande, nous parlerons du congrès des maires de France. François Baron a tenu hier une conférence de presse pour présenter ce congrès et en définir les enjeux. Il reconnaît un changement sur la forme, mais sur le fond, les problèmes demeurent entre les communes et l'État. On en parlera. Et puis on parlera également de la loi mobilité. En clair, une loi sur les transports. Le Sénat devait l'examiner hier après-midi, mais vous le verrez,
l'examen a tourné court. On en parlera également. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Toute la semaine, nous sommes dans l'Aude. Un an après les inondations meurtrières. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Villegayenc, deuxième commune la plus touchée par les inondations après Trèbes. Et ici, collectivités et habitants ont réfléchi ensemble au réaménagement urbain. Un réaménagement qui implique notamment des destructions de maisons, ce qui forcément ne plaît pas à tout le monde. Regardez ce reportage de Marion Vigreux et Adrien Develay. Le village de Villegayenc a été construit dans une cuvette et le cœur de ville est traversé par 2 ruisseaux. Des ruisseaux qui sont à sec 9 mois sur 12, mais qui le 14 octobre 2018 se sont transformés en torrents déchaînés. Cette expérience dramatique oblige les communes à revoir leur urbanisation, notamment aux abords des rivières, mais aussi à limiter la densité urbaine. Villegayenc s'apprête à changer de visage. On en parle avec le maire de la commune, Michel Proust. Michel Proust, on se trouve devant la maquette du nouveau Villegayenc. Qu'est-ce qui change? Comment votre village va évoluer? Il nous faut trouver des solutions pour que l'eau puisse s'écouler et ne monte pas dans le village. C'est pour cette raison donc, que l'État a pris cette décision de détruire 38 maisons. Et donc dans ces emplacements-là, tout ce qui va se faire ici ne doit comporter aucun risque pour la population et ni pour la rivière, parce que le jour où l'eau va monter, il faut qu'elle puisse continuer de s'écouler. Et aujourd'hui, on va penser autrement. Exemple, lorsque nous serons en alerte orange, on va peut-être construire des parkings sur les hauteurs et on demandera aux gens de déplacer leurs voitures sur le périphérie, parce que c'est vrai que les 236 voitures qui ont été emportées par les eaux ont formé des emblacs et ont formé des barrages dans le cœur du village. Je me trouve devant l'une des rues qui a été fermée à la circulation. Ici, la plupart des maisons sont vouées à disparaître. Lors des inondations, l'eau a atteint par endroits le premier étage. Conséquence, l'État fait valoir le principe de précaution. 38 maisons devraient donc être détruites. Une décision que refuse une association. Pour elle, c'est tout le patrimoine que l'État condamne. Gérard Loubès, vous êtes le président de l'association de réhabilitation et de sécurisation de Villegayenc qui a vu le jour en mai 2019, qui compte une centaine de membres et qui s'oppose notamment à la destruction des maisons. La vôtre, elle fait partie du périmètre concerné. Voilà, on s'oppose à la destruction de maisons qui n'ont aucune fissure et qui ont très bien passé les inondations, l'inondation d'octobre 2018. Donc pourquoi détruire des maisons anciennes qui ont tenu le coup et pourquoi construire et bétonner des hectares entiers plus loin de lotissements qui ne feront qu'aggraver les inondations. Qu'on laisse nos maisons, qu'on laisse notre terre s'imbiber tranquillement, qu'on nettoie les ruisseaux, c'est tout ce qu'on demande. Les crues d'octobre 2018 sont devenues des crues de référence qui obligent à repenser l'aménagement intérieur des communes, mais également leurs abords. Christian Magro, bonjour. Vous êtes le président du syndicat Hauts-de-Centre qui assure la gestion des cours d'eau. Expliquez-nous ce qui est prévu comme aménagement ici sur ce terrain. Alors nous sommes ici en amont proche des premières habitations de la commune de Villegayenc. L'effet des inondations, en fait, la plus grosse crainte que l'on ait, ce n'est pas seulement les hauteurs d'eau, mais les vitesses. Parce que l'accélération des vitesses sont celles qui font le plus de dégâts, à la fois sur les biens, mais aussi en termes de vie humaine. Donc l'idée, c'est de travailler sur l'acquisition foncière de ces parcelles que nous avons ici et de faire des champs d'expansion de crues. Très concrètement, il faut qu'il n'y ait aucun obstacle à l'écoulement des eaux et à l'étalement des eaux. Donc les levées de terre que vous avez ici, ces petites buttes que vous avez là, seront arasées et seront mises au niveau naturel où nous sommes actuellement pour que l'eau puisse s'étendre et perdre de son énergie, de sa vitesse pour éviter d'aller sur la commune de Villegayenc. Suite aux précédentes inondations de 1999, les politiques d'aménagement des rivières ont été renforcées. Néanmoins, dans l'Aude, 95% des cours d'eau appartiennent à des privés. C'est donc à eux d'assurer leur entretien pour limiter les dégâts en cas de crues fréquentes. Malheureusement, en cas de phénomène intense, ce n'est pas suffisant. Voilà pour ce reportage de Marion Vigreux et Adrien Develay. Demain, dernier épisode, ils seront à Carcassonne pour parler notamment de prévisions météo et comment on fait pour prévoir ces phénomènes climatiques. Bonjour messieurs, bienvenue dans ce club. Bonjour Fanny. Merci d'être là. On va parler de ce reportage, de cette question, les inondations meurtrières dans l'Aude il y a un an, mais des phénomènes qui se reproduisent régulièrement malheureusement. Ça pose la question de l'urbanisation, on l'a vu dans ce reportage. Et on le voit, les leçons ont été tirées et il y a un réaménagement urbain qui est mis en place dans les communes. Oui, il y a un réaménagement urbain mis en place. Les maires sont un peu pris
entre deux priorités, concilier le développement, l'aménagement de leur commune et prendre en compte les risques. Et ils sont sous la pression d'habitants qui ne veulent pas trop de contraintes, qui veulent pouvoir aménager leur logement comme ils l'entendent, leur maison, s'agrandir, mais qui seront aussi les premiers à venir en mairie si une catastrophe intervient. Donc c'est tout le travail des agences de bassin, de travailler avec les intercommunalités, les communes, mais aussi les habitants pour aménager les communes. C'est aussi le travail d'expertise qui est mené avec l'État en amont pour élaborer ces fameux plans de prévention des risques naturels, qu'ils soient technologiques ou qu'ils soient le risque inondation. Ça, c'est tout l'amont et la difficulté pour les maires de concilier à la fois le développement et la sécurité. Et puis en aval, une fois que la catastrophe est là, il y a cet éternel problème de l'indemnisation, de la prise en charge par l'État du montant d'indemnisation qui ne cesse d'augmenter, dans un contexte où le réchauffement climatique fait qu'il y aura de plus en plus d'épisodes météorologiques terribles dans les communes. Thierry Dupont. Oui, une quinzaine de jours, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, et Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, se sont rendus dans la région, autour de Trèbes. Et ils avaient notamment rappelé que la Fédération française des assurances avait promis aux sinistrés qu'il n'y aurait pas de franchise à payer et qu'ils seraient vigilants sur le respect de la parole donnée, ce qui laissait entendre que ce n'était pas encore tout à fait réglé. Et la ministre de la Transition écologique a rappelé qu'effectivement que le réchauffement climatique est une réalité et que donc ce genre de phénomène était amené à se répéter. Samuel Le Goff. Oui, donc là-dessus, effectivement, les travaux sont importants. On voit bien, ce n'est pas seulement des habitants, c'est aussi l'amont, l'aval, rétablir les cours d'eau. Oui, on le voit dans le reportage, c'est à l'intérieur de la commune, mais également aux alentours de cette commune. En sachant qu'il y a 3 mois, on manquait d'eau aux mêmes endroits. Et donc, il faut trouver des équilibres et, quelque part, ça veut dire des grands travaux aussi. Est-ce que l'acceptabilité sera là? Parce qu'on voit bien, créer des barrages, ça ne passe plus aujourd'hui, mais pourtant, ça permet de créer des réserves d'eau, ça permet de retenir l'eau en cas de crue. Donc, il y a tout un enjeu de politique publique derrière où il faut que les gens s'en emparent parce que de toute façon, dans les 20 prochaines années, ce sera l'un des grands chantiers sur les territoires. Et vous le disiez, messieurs, des phénomènes qui sont amenés à se répéter. De nouvelles inondations ont d'ailleurs frappé la France ces derniers jours grâce à nos partenaires des télés locales. On va se rendre dans le Pas-de-Calais. D'importantes précipitations ont touché le bassin de la Liane dans le Boulonnais dans la nuit de lundi à mardi. Météo France avait placé ce département en vigilance orange, crue et inondation. Sur place, les pompiers ont multiplié les interventions. Des dizaines de foyers, mais aussi des entreprises et des écoles ont été touchées. Regardez ce reportage de Caroline Fichten pour nos partenaires de WEO. Dans cette entreprise de location de matériel de Saint-Léonard, c'était bottes obligatoires placées. En vigilance orange inondation par Météo France dans la nuit de lundi à mardi, le Boulonnais n'a pas été épargné. Il y a marée haute, les écluses sont fermées, il a beaucoup plu ces derniers temps et puis l'eau ne s'écoule plus dans la mer. Depuis ce matin, 7 heures, le niveau n'arrête pas de monter. Devant et derrière puisqu'on est encerclé par la liane. Donc depuis ce matin ça monte, on est à 20 cm d'eau dans l'atelier. On a essayé de mettre en sécurité le maximum de nos engins, nos pièces détachées et puis on n'a plus qu'à attendre. 10 communes du Boulonnais ont été touchées par ces inondations comme ici à Saint-Étienne-au-Mont. Ce matin il était quelle heure? 6h, 6h30, mais il était trop tard pour sortir nos voitures, donc nos voitures sont dans l'eau. J'ai plus de voiture. C'est un peu le stress parce que depuis 6h du matin, on est un peu sur le qui-vive, savoir si ça va rentrer ou pas. Et en fait, on n'a même pas été prévenu. Donc c'est vrai qu'on a essayé de faire un maximum pour barrer la porte pour pas que ça rentre. Quoi. Mais bon, c'est toujours stressant. Ouais. Les pompiers sont intervenus une centaine de fois, principalement pour des caves inondées, mais aussi pour des évacuations. Heureusement, pas de blessés et les dégâts sont légers, mais ça n'est pas la première fois sur le secteur que les riverains sont touchés par la montée des eaux. Alors, régulièrement touchés en effet, pour autant ici sur la commune de Saint-Étienne-au-Mont, la dernière grosse inondation remonte à 2012 et celle qui était sensiblement similaire à celle-ci remonte à 2000. Donc c'est en effet assez courant, mais à ce point, non, c'est pas non plus chaque année. À la mi-journée, la préfecture du Pas-de-Calais annonçait l'arrivée de précipitations, mais en quantité négligeable, ce qui devait permettre la décrue de tous les cours d'eau. Voilà pour ce sujet de nos partenaires de WEO. On va passer à un autre thème de ce club, le Sénat, qui a examiné hier en nouvelle lecture la loi d'orientation des mobilités. En clair, une loi sur les transports. On en parle avec vous, Fanny. Oui, alors on commence... Et
Fanny, on va en parler avec vous. L'examen qui a tourné court hier dans l'hémicycle. Oui, effectivement. Alors, on le rappelle, ce projet de loi avait été discuté en première lecture au Sénat il y a exactement un an. Il était ensuite allé à l'Assemblée nationale. Il y avait eu ensuite une commission mixte paritaire qui s'était soldée par un échec. Hier, retour du texte donc au Sénat et la séance, on l'a dit, fut courte. En effet, le rapporteur du texte, Didier Mandelli, a déposé une motion, une question préalable, objectif, stopper les débats en rejetant le texte. Alors, pourquoi les sénateurs ont rejeté ce texte? Première raison, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de modification majeure à apporter. Tous les amendements avaient été adoptés en première lecture ou en commission. C'est ce qu'a rappelé Didier Mandelli, le rapporteur du texte, en début de séance hier. Écoutez. Plus de 450 amendements ont été adoptés, dont la moitié en commission, l'autre moitié en séance, qui ont permis d'enrichir ce texte sur de nombreux volets. Des propositions de tous les bancs ont été intégrées, preuve que ce texte a fait l'objet d'une approche transpartisane. Au final, le projet de loi que nous avons adopté était substantiellement amélioré par rapport à sa version initiale, ce qui était salué par de nombreux acteurs. Et Fanny, ce n'est pas la seule raison, il y en a une autre. Oui, évidemment, la vraie raison, elle est budgétaire. Tout d'abord, il y a toujours la question de la suppression de la taxe d'habitation qui pose question aux élus. Le secrétaire d'État des Transports, Jean-Baptiste Djebari, s'est exprimé sur ces inquiétudes des élus hier. Écoutez. La prise de compétences mobilité par les intercommunalités, notamment par celles qui disposent de faibles ressources, pose un enjeu de financement. Pour les territoires qui ne lèveront pas de versement mobilité, le gouvernement prendra en compte le besoin de financement nouveau avec le mécanisme de compensation de la taxe d'habitation qui a été supprimée. Je rappelle que celle-ci sera remplacée par une quote-part de la TVA, dont la dynamique est beaucoup plus importante que celle des bases actuelles de la taxe d'habitation. Alors, il y a d'autres problèmes budgétaires soulignés par les sénateurs. Tout d'abord, selon le Sénat, il manque toujours 450 millions d'euros pour donner à cette loi la hauteur de ses ambitions. Les élus estiment également que dans le budget 2020, il n'y a pas de financement dédié et pérenne. Et puis, la goutte d'eau, c'est la perte immédiate de 45 millions d'euros pour les autorités organisatrices de la mobilité. Les sénateurs rejettent ce texte car ils estiment qu'il n'y a pas de financement. Écoutez. Nous faisons le constat que le projet de loi, tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, ne permettra pas d'atteindre l'ambition affichée par ce texte. Cette ambition, à laquelle nous souscrivons pleinement, est de mettre fin aux zones blanches de la mobilité en offrant des alternatives à la voiture individuelle aux habitants des territoires périurbains et ruraux. Malheureusement, ce texte ne le permettra pas car il n'apporte aucune réponse à une question primordiale, celle du financement. Alors maintenant, pour les sénateurs, le combat du budget va se poursuivre, bien sûr, lors des discussions du projet de loi de finances. Ce qui nous laissera encore d'autres chroniques à venir, Fanny. Et je serai là. Vous serez là. Samuel Le Goff, est-ce que vous comprenez la position du Sénat, qui peut paraître pas très claire, finalement, quand on ne connaît pas le fonctionnement du Sénat? Le texte était déjà longuement discuté à la fois au Sénat et à l'Assemblée, et la commission mixte paritaire a en fait échoué pour une raison purement politique. Sur le fond, il y avait un accord qui a été trouvé. Donc à partir du moment où le texte qui revient au Sénat convient aux sénateurs, qu'il n'y a rien à rajouter à part redire ce qu'ils avaient déjà dit la première fois en disant où est l'argent, bon, il n'y est pas plus là, à quoi ça sert de refaire le match? Autant se ménager, autant dire ce qu'il y a à dire et puis on passe à la suite. Xavier Brivet, cette question du financement, elle est cruciale depuis le début de ce texte. Oui, elle est cruciale et les sénateurs avaient fait des propositions. L'État dit les communautés de communes pourront devenir autorités organisatrices de la mobilité et elles pourront lever le versement transport, qui sera rebaptisé le versement mobilité. Le Sénat dit pas sûr, car il y a peu d'entreprises en milieu rural, donc il y aura un problème de financement de cette prise de compétence. Et le Sénat a dit donnons aux intercommunalités une part de la taxe sur les carburants. L'État a dit non, car vous aurez, les intercommunalités, une part de TVA qui compensera la suppression de la taxe d'habitation. Et les sénateurs ont répondu au gouvernement, certes, mais ça ne générera que quelques dizaines de millions d'euros. La TVA est une recette fluctuante, basée sur la consommation, la conjoncture économique, et elle ne sera pas affectée, qui plus est. Donc nous voulons que le gouvernement, l'État, affecte aux autorités organisatrices, les communautés de communes, une ressource budgétaire pérenne, et que ce soit, par exemple, une fraction de la taxe sur les carburants. Le gouvernement ayant balayé cette hypothèse, le Sénat a rejeté le texte. Et maintenant, comme vous le disiez, on est soumis à la loi de finances pour 2020, où le gouvernement pourrait peut-être finalement revoir sa copie. Mais c'est très incertain à ce stade. Thierry Dupont. Ça a l'air très technique comme ça.
Mais en fait, c'est très politique. Et pourtant, Xavier Brivet a essayé de tout simplifier. Oui, mais il faut se rappeler qu'il y a un an, il y a quand même eu le mouvement des Gilets jaunes qui est parti sur une histoire de mobilité quand même. C'était lié au coût de l'essence et notamment à la difficulté à se déplacer en milieu rural. Donc il faut que tout le monde fasse très attention. Tout le monde sait très bien que les causes du mouvement, ce n'est pas uniquement lié à la mobilité, mais enfin, tous ces problèmes, ils restent sur la table. Mais c'était un des objectifs de ce texte affiché par le gouvernement, de réduire les fractures territoriales, justement, suite à ce mouvement des Gilets jaunes. Oui, mais il n'y a pas très longtemps, par exemple, moi j'ai regardé, il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur les TER. Ils transportent à peu près chaque jour 900 000 personnes. Que dit la Cour des comptes? Elle dit c'est un service dégradé, parce qu'il y a de moins en moins de trains, c'est en retard, la SNCF n'entretient pas les voies, et en même temps, tout ça coûte très cher. L'usager ne paye que 12%, c'est-à-dire 1 milliard sur les 8 milliards que coûte ce service tous les jours. Et donc, il va falloir réduire les coûts d'exploitation. C'est exactement ce qui a amené à la grève récente de la SNCF. Donc, voilà, on manque d'argent, il va falloir faire des choix. Et ça risque d'être douloureux, encore une fois. Samuel Le Goff, c'est compliqué de réduire ces fractures territoriales, on le voit. Oui, parce que c'est très lent, C'est-à-dire que construire une nouvelle voie de chemin de fer, ça prend du temps, c'est remettre en place des services. On le voit bien avec ce fameux train Rungis-Perpignan. Il a été arrêté, mais comme ça avait été annoncé avant, les entreprises se sont organisées différemment. Et quand on leur a dit au dernier moment, finalement, on le rétablit, oui, mais chacun prend ses dispositions, chacun s'organise, et on ne se retourne pas du jour au lendemain. Ça demande aussi du temps à revenir. Et effectivement, là aussi, la question de l'argent. La question de l'investissement, les voies de chemin de fer, on le sait, ont été négligées. Leur entretien a été négligé pendant des décennies au profit du TGV. Ce n'est pas en 2 ans qu'on va réparer toutes les lignes de chemin de fer de France. Xavier Brivet. Alors, il y a cet enjeu, cet éternel problème des petites lignes, cet éternel problème de l'aménagement du territoire, l'aménagement en termes de transport, mais il y a aussi toutes les solutions de mobilité alternatives désormais. L'enjeu est là, mais pour organiser cela, dans les zones dites peu denses, qui est l'objectif de ce texte, c'est-à-dire les zones rurales et les zones urbaines, il faut des moyens, non seulement des moyens, mais il faut aussi de la concertation entre les régions, les intercommunalités, donc les communautés de communes notamment, nouvelles futures autorités organisatrices de la mobilité, et les communes et les usagers. Donc il y a 2 champs, effectivement. Il y a le volet investissement, le temps, la préservation des petites lignes, le maillage à peu près équilibré de l'ensemble du territoire, et il y a aussi tout cet enjeu de mobilité alternative lié à la lutte contre le réchauffement. Là, c'est un enjeu très très important en milieu rural, d'aménagement du territoire, de désenclavement, donc de mobilité, et ça nécessite tout un volet institutionnel de concertation qui prend également du temps. Si je reprends mon exemple du TER, la Cour des comptes, que dit-elle? Elle ne dit pas non à une régionalisation finalement des TER. Et donc là, ça pose d'autres questions de compétences des acteurs institutionnels, qui sont les régions, qui ont déjà pris en charge le renouvellement du matériel roulant et qui demandent maintenant à pouvoir être carrément aux manœuvres, aux commandes des TER. Allez, on va continuer à parler transport. On va se rendre dans une rédaction locale comme tous les jours. Aujourd'hui, direction Toulouse. Retrouvez nos partenaires de la Dépêche du Midi. Bonjour Éric Berger. Vous êtes journaliste à la Dépêche du Midi. On va continuer à parler transport avec vous, mais on va parler avion. On va parler de l'aéroport de Toulouse. C'est la une de la Dépêche. Aéroport jackpot pour les Chinois. On rappelle que cet aéroport de Toulouse a été privatisé partiellement et c'est un groupe chinois qui est entré au capital et ça fait débat. C'est ça, effectivement, c'est un sujet qu'on suit depuis 2015 et la date de la privatisation partielle de cet aéroport. En fait, il y a un gros problème de gouvernance entre le groupe chinois majoritaire qui détient 49,9% des actions, c'est le groupe Casil, et puis les actionnaires minoritaires qui sont principalement les collectivités, les chambres consulaires, qui ont environ 40% des actions et qui sont très mécontentes parce qu'elles accusent le groupe chinois de privilégier les dividendes plutôt que les investissements nécessaires sur cet équipement. Et donc hier, il y avait une actualité puisque nous avions une assemblée générale des actionnaires de l'aéroport. Et à cette occasion, malgré l'opposition des actionnaires locaux, le groupe Casil a voté le fait de pouvoir encaisser 8 millions d'euros de dividendes pour l'année 2018, qui viennent s'ajouter aux 20 millions qu'ils ont déjà perçus depuis 2015, alors que les actionnaires
actionnaires locaux aimeraient qu'il y ait davantage d'investissements sur le site. Alors ce sujet qu'on suit depuis un petit moment, c'est aussi celui qui fait écho un peu au projet de privatisation des aéroports de Paris. Alors parmi les griefs qui sont faits par les actionnaires locaux, il y a aussi le manque de transparence, le fait qu'il y ait assez peu de dialogue avec l'investisseur chinois. C'est d'ailleurs dans nos colonnes que les actionnaires locaux ont appris que le groupe Casil était en ce moment en train de négocier le fait de revendre ses actions à un groupe de BTP, le groupe Eiffage. Et on peut imaginer qu'à la clé, il y aura certainement une belle plus-value. Puis autre actualité à Toulouse et donc dans votre journal, Éric Berger, c'est Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République, qui était hier à Toulouse, notamment pour rendre hommage aux victimes de la tuerie de l'école Ozar Hatorah. C'est ça, Nicolas Sarkozy était présent à Toulouse hier. Il était en fait chef de l'État lorsque cet attentat s'est produit à Toulouse. C'était en mars 2012. Et donc Nicolas Sarkozy hier a pris la parole devant les familles, les élus qui étaient présents. Et il a notamment expliqué que ma vie a été bouleversée par ce qui s'est passé ici. Et puis ensuite, il s'est fait un petit peu plus politique en déclarant que la culture judéo-chrétienne est le socle de notre civilisation occidentale. Je n'ai pas peur d'affirmer cette vérité. Sa visite était en fait en deux temps. Il y avait cet hommage dans un premier temps et ensuite un rendez-vous un peu plus léger puisqu'il avait rendez-vous avec ses très nombreux fans à l'occasion d'une séance de dédicace à la librairie Priva à Toulouse. Alors, il y avait des dizaines et des dizaines de personnes qui ont fait leur selfie, se sont fait dédicacer leurs livres et à cette occasion, on a demandé à l'ancien président s'il avait lu le tout nouveau prix Goncourt qui a été attribué lundi au Toulousain Jean-Paul Dubois. Alors, il a reconnu qu'il n'avait pas lu ce livre. En revanche, il nous a dit le plus grand bien de sa concurrente qui était Amélie Nothomb, dont il a dit avoir lu son livre, que celui-ci était un très beau livre, vraiment très original. Eh bien, tout ça, c'est à lire dans la Dépêche du Midi. On rappelle votre une aéroport, le jackpot pour les Chinois. Et donc, ce qu'a dit Nicolas Sarkozy, c'est aussi dans la Dépêche du Midi. Merci, Éric Berger, d'avoir été avec nous ce matin. On va passer au dernier thème de ce club. C'est le congrès des maires de France. François Baroin tenait hier une conférence de presse pour lancer ce congrès de l'Association des maires de France. Il aura lieu du 18 au 21 novembre à Paris. François Baroin qui a présenté les enjeux de ce congrès. Et dit-il, si les relations entre l'État et les communes se sont améliorées sur la forme, les problèmes demeurent sur le fond. Alizé Boissin. Emmanuel Macron y est attendu au tournant. Pendant la présentation du prochain congrès, l'Association des maires de France n'a pas tardé à annoncer la couleur, dénonçant une crise de confiance. Vis-à-vis de l'État, mais pas seulement, vis-à-vis des institutions, vis-à-vis de la plupart des élus. Il n'y a que les maires qui, pour l'instant, restent encore populaires dans l'ensemble de la population. Donc il y a une vraie situation de crise profonde qui n'a pas été résolue. L'an dernier, le chef de l'État ne s'était pas rendu au congrès. Dans un climat de forte tension avec les collectivités, il avait préféré les recevoir à l'Élysée. Alors cette année, tous attendent sa venue. Je rappelle que la République repose sur deux murs porteurs, l'État, dont il est le chef, et la commune. La commune, un théâtre de violence, comme l'incendie à Chanteloup-les-Vignes, un incident qui interroge sur la responsabilité de la sécurité. L'ordre public, dans notre pays, c'est l'État. Et donc la maîtrise, la tenue de l'ordre public et la lutte contre ce type de violence inacceptable, c'est de la responsabilité de l'État, pas du maire. Nous savons bien que les maires, c'est à la fois le premier recours de nos concitoyens quand ils sont en difficulté, mais c'est aussi le dernier espoir. Il faut nous donner les moyens d'assurer la paix sociale, car ça n'est plus l'État qui est capable de le faire. Des moyens au cœur des discussions, tout comme la décentralisation, autre thème majeur qui doit faire l'objet d'un projet de loi au premier semestre 2020. Beaucoup de questions seront posées lors de ce congrès des maires de France. On va quand même commencer par une bonne nouvelle. François Baroin l'a dit, les relations entre l'État et les communes se sont améliorées sur la forme. C'est la dernière année du mandat des maires, donc François Baroin se dit que normalement il ne devrait pas y avoir d'affrontement majeur.
la condition que le président vienne bien vienne bien participer au début. Il y a beaucoup de conditions derrière, on va en parler. Vienne bien participer au début du congrès et surtout qu'il ne fasse pas de contre-programmation comme il avait pu le faire l'année dernière, ce qui avait particulièrement agacé le bureau de l'AMF. L'année dernière, on le rappelle qu'Emmanuel Macron avait reçu les maires à l'Élysée pendant le congrès, mais ne s'était pas déplacé porte de Versailles. Alors ça, c'était la bonne nouvelle, mais sur le fond, Xavier Brevet, François Baroin là aussi l'a dit, bien là, les relations ne s'améliorent pas, les problèmes demeurent. Oui, les problèmes demeurent. Alors bon, 2-3 éléments de contexte. Ce congrès, c'est le dernier du mandat municipal. C'est aussi l'occasion pour les maires de faire le bilan de présidence de la République, celle de François Hollande et d'Emmanuel Macron, avec 3 sujets majeurs. Les finances. Sous François Hollande, les dotations de l'État aux collectivités ont baissé énormément. Sous Emmanuel Macron, elles ont au mieux stagné. Deuxième sujet financier, la suppression de la taxe d'habitation. Comment l'État va-t-il compenser cette perte de recettes qui est énorme, qui est de 23 milliards d'euros au total? L'AMF voudrait que l'État acquitte sous la forme d'un dégrèvement ce remboursement. L'État dit non, je vous donne le foncier bâti des départements et aux intercommunalités et aux départements de la TVA. Donc il y a une grosse inquiétude sur l'avenir financier des communes et les moyens dont disposeront les futures équipes municipales pour le mandat 2020-2026. Deuxième gros enjeu, la décentralisation. Est-ce que l'État va enfin accepter de coproduire l'action publique avec les collectivités territoriales? Donc François Baroin dit qu'il faut arrêter d'employer ce mot, il est trop technique, les Français ne comprennent pas. Il préférerait un grand texte où le président de l'AMF préconise un grand texte sur les libertés locales qui favoriserait l'expérimentation, la différenciation territoriale et qui surtout se traduirait par une véritable coproduction, encore une fois, de l'action publique entre l'État, ses services déconcentrés et les collectivités. Derrière tout ça, il y a un enjeu de confiance aussi entre l'État et les collectivités. C'est le troisième enjeu de ce congrès, c'est restaurer aussi cette confiance. Depuis des années, les maires tendent la main à l'État pour coproduire et l'État, lui, qui n'a plus les moyens d'exercer toutes les politiques publiques, pour autant, reste assez centralisateur. Alors, Édouard Philippe promet un nouveau texte sur la décentralisation après les municipales. On l'attend avant l'été 2020. Porté par Jacqueline Gouraud. Porté par Jacqueline Gouraud. Dit 3D, effectivement, décentralisation, déconcentration, différenciation. Les maires, eux, voudraient un texte qui, en tout cas, garantisse l'exercice de ces libertés locales et permette, encore une fois, cette fameuse coproduction, ce travail en bonne intelligence avec l'État et non plus cette dichotomie entre un État très centralisateur qui n'a plus les moyens de l'être et des collectivités qui se sentent bornées dans l'exercice de leurs compétences. Samuel Le Goff, Xavier a posé les enjeux, mais évidemment, il y a toujours cette question des finances. François Baroin a eu cette phrase hier, la démocratie n'a pas de prix, mais elle a un coût. Oui, de toute façon, la France vit sur un train de dépenses beaucoup trop élevé depuis des années, enfin même des décennies. Et à chaque fois qu'il faut réduire un peu, qui va payer, qui va subir la baisse? Donc les collectivités estiment qu'elles ont subi leur part et que maintenant, là, il faudrait que ça s'arrête. Il y a aussi tous les enjeux de pouvoir, évidemment, autour de cette loi. C'est-à-dire qu'on sent que potentiellement, peut y avoir quelque chose qui va bouger dans ce texte, mais qui tiendra la plume? Donc forcément, les collectivités locales avancent avec la question de l'argent en disant « vous ne nous avez pas donné l'argent, au moins donnez-nous autre chose ». Donc on commence à atterrir doucement après 2 années quand même de fortes tensions, parce qu'un texte arrive et il va bien falloir se parler, il va bien falloir discuter, atterrir quelque part. Puis comme il y a les municipales qui arrivent, les maires vont peut-être être occupés à autre chose, à leur propre réélection, donc ce n'est pas le moment d'ouvrir un front. Thierry Dupont, il y a aussi un contexte particulier cette année, c'est cette montée des violences envers les élus et notamment envers les maires qui a été tristement symbolisée par cette mort du maire de Signes cet été. Les maires sont en première ligne, ils l'ont été lors du mouvement des Gilets jaunes. Le président de la République à cette époque était bien content de les avoir et d'ailleurs il les a beaucoup consultés, il a beaucoup échangé avec eux lors du grand débat. On l'a vu cet été avec le drame de la mort du maire de Signes. Et puis on le revoit là avec les questions de sécurité. On l'a vu avec l'exemple de Chanteloup-les-Vignes où la maire s'est retrouvée un peu désemparée face à l'incendie de l'équipement culturel. Donc oui, il y a une grande inquiétude des maires autour de ces questions. Mais encore une fois, François Baroin l'a dit, l'ordre public, c'est du ressort de l'État. Alors,
Oui, il y a ce problème de montée des violences contre les élus et de considération aussi de l'État, mais aussi des administrés vis-à-vis des élus, qui se comportent de plus en plus comme des consommateurs de services publics. J'ai droit à ceci, je veux cela, et les maires ne peuvent pas malheureusement répondre à toutes leurs demandes, notamment pour des questions budgétaires. Alors, sur la question des violences, le Sénat avait mené une enquête au cours de l'été, a élaboré une douzaine de propositions que le gouvernement a repris en partie dans le projet de loi engagement et proximité qui est en cours d'examen au Parlement. Il renforce à travers ce texte la protection juridique des élus et il renforce leur pouvoir de police et l'application de leurs arrêtés de police. Est-ce que ce sera suffisant ? Les maires sont circonspects. En tout cas, pour l'État, c'est l'occasion de un petit peu montrer sa considération pour les élus et peut-être d'endiguer une possible crise des vocations et d'engagement. On se rappelle qu'il y a un an, un maire sur deux disait ne pas aller se représenter en 2020. À travers ce texte, un nouveau chiffre peut-être à l'occasion du Congrès, on va avoir une nouvelle enquête du CEVIPOF. Oui. Mais on voit bien sur l'exemple de cette loi engagement et proximité toutes les difficultés des relations entre les communes et le gouvernement, puisque normalement ce texte devait faire consensus. Les principes étaient partagés par tous. Puis on a vu qu'au Sénat, par exemple, les sénateurs ont beaucoup amendé le texte. Et maintenant, on entend suggérer que les députés vont revenir sur une bonne partie des dispositions qui ont été ajoutées par le Sénat, ou des modifications. Ce qui ne plaît pas au maire de France. Ce qui ne plaît pas au maire de France, et notamment François Baron a dit qu'il y avait 2 points durs. C'était notamment la question de l'eau et l'assainissement qui reste un totem, un tabou, a-t-il dit, sur le territoire. Et puis la question des compétences optionnelles des communes, savoir est-ce que les communes vont avoir le droit de faire des choses différentes selon le territoire où elles sont. Eh bien, on aura bien sûr largement l'occasion de reparler de ces questions. Un Public Sénat qui diffusera les temps forts de ce congrès des maires de France à partir du 18 novembre. Et François Baron, le président de l'Association des maires de France, sera d'ailleurs notre invité le 18 novembre en ouverture de ce congrès. On va passer à la revue de presse, Fanny. Et on commence avec l'Est républicain. Oui, on en parlait tout à l'heure en plateau, alors que la proposition de loi Pradié sur les violences faites aux femmes arrive au Sénat cet après-midi et que le Grenelle doit rendre ses conclusions fin novembre. Et bien, à la une de l'Est républicain, les féminicides, on rappelle ce chiffre terrible. Depuis le début de l'année, 127 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Et donc, à la une de l'Est républicain, les féminicides et la mobilisation de cette association, ce collectif féministe qui s'appelle les Colleuses. Elles interpellent l'État, la justice, la gendarmerie, la police avec des slogans chocs. Elles interpellent donc sur ces féminicides. Et on enchaîne avec le Courrier Picard. Oui, et là, regardez ce titre, Élysée, fin du secret dépense. On parle évidemment du livre de René Dosière, Fred Palais, qui est publié aujourd'hui. René Dosière, on le sait, c'est l'ancien député qui est spécialiste de la transparence du budget des élus, du budget de l'État. Son livre est donc consacré à l'Élysée. On apprend tout sur les habitudes des anciens président. Et regardez aussi cette phrase que j'ai retenue sur le budget de l'Élysée, la charge salariale globale de l'Élysée, 794 personnes en juillet 2019, s'élève à près de 72 millions d'euros. C'est l'équivalent du budget de la charge salariale de la ville de Roubaix, 44e commune française. Et une triste nouvelle pour finir à la une de l'Écho de Haute-Vienne. Oui, regardez cette triste une. Adieu aux lecteurs. Il faut savoir que le journal existait depuis 75 ans et ce mercredi, c'est donc la dernière édition. Ce numéro de l'Écho est le dernier. Asphyxié économiquement, votre journal n'aura pas survécu à la crise de la presse. C'est donc la une de l'Écho de la Haute-Vienne. Et voilà, triste nouvelle. Merci Fanny, on va regarder vos unes, messieurs. Votre une, Xavier Brivet, on va la regarder, on en a beaucoup parlé, cette une sur les candidats aux municipales. Et je crois que vous préparez la une de Maire de France qu'on voit. Vous préparez un nouveau numéro pour le Congrès. Oui, absolument, un numéro spécial avec un hors-série sur le bilan du mandat 2014-2020 et les perspectives du mandat 2020-2026. Ce sera un débat qui se déroulera dans le cadre du 102e Congrès des maires, un débat de clôture, à la fois sur le bilan, les enjeux pour les prochaines équipes municipales, mais aussi sur les raisons de l'engagement. Qu'est-ce qui aujourd'hui dans notre société motive une femme ou un homme à s'engager 7 jours sur 7 pour quelques centaines d'euros par mois dans la majorité des cas, via son indemnité, au service de tous? C'est une vraie question. Et on va regarder la une de l'Express. À la une, mur de Berlin, l'Europe 30 ans après, c'est les 30 ans de la chute du mur. On va parler de votre papier, Thierry Dupont, papier sur la droite et les paysans. L'amour est-il encore dans le pré? Oui, c'est une question qu'on peut se poser parce que c'est une population qui est traditionnellement de droite.
et qui a un peu pris ses distances avec les Républicains, la droite en général. On a vu une montée du vote pour le Rassemblement national. Puis surtout, le monde agricole ne sait plus très bien ce qu'on attend de lui. Il est ulcéré par cet agribashing qui sévit depuis quelques années. Donc voilà, donc il m'a semblé intéressant d'aller voir quels étaient les liens qui existaient encore entre la droite et le monde agricole. Et c'est donc à lire cette semaine dans l'Express. Merci Samuel Le Goff de Contexte. Merci Fanny, à très vite. Nous, on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT. Et puis à 15h, comme tous les mercredis, ne manquez pas, en direct, en exclusivité, la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat. C'est présenté par Tam Tranui et c'est à suivre sur notre antenne. On vous retrouve demain. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des territoires. ENGIE, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des territoires.